Écoutez une histoire tirée du livre 11, Histoire à faire peur 2. L'héritier. Rishi continua d'astiquer la voiture longtemps après que toute trace de produit eût disparu de son chiffon de laine. Il donna un dernier coup sur le pare-choc arrière et, se redressant enfin, essuya du revers de la main son front mouillé de sueur. Puis il fit un pas en arrière pour regarder d'un œil critique le résultat de ses efforts. Un hochement de tête presque imperceptible montra sa satisfaction. La grosse voiture scintillait comme un diamant sur l'allée de gravier blanc. Il aurait fallu une loupe pour trouver le moindre grain de poussière. Rishi était là, les poings sur les hanches, à savourer les joies du travail bien fait quand il prit conscience de son reflet sur la surface miroitante de la voiture. Il s'absorba alors tout entier dans la contemplation de cette image déformée de lui-même, le grand corps solidement charpenté vêtu d'une chemise à carreaux et d'un jean délavé, le visage maigre plus vieux que ses 17 ans, la masse épaisse et indisciplinée des cheveux blonds. « Eh bien, mon vieux » marmonna-t-il entre ses dents, t'essaies de faire le malin ou quoi? La question était pertinente. Si on lui avait dit, voilà seulement un mois, que, de sa propre initiative, il irait se démener comme ça pour quelqu'un d'autre, Rishi l'aurait trouvé bien bonne. Un mois auparavant, il aurait volé les enjoliveurs pour les revendre à la sauvette et aurait balancé un pavé dans le pare-brise étincelant de ce gros symbole de l'ordre établi, comme ça, sans raison, pour le plaisir. Sortant de sa rêverie, il se pencha et ramassa le bidon de polish, la peau de chamois et les chiffons de laine dont il s'était servi. Il emporta le tout vers le grand garage, en shootant de temps en temps d'un air désolé dans les gravillons de l'allée. Les 3 premières semaines lui avaient paru plutôt longues, mais maintenant qu'elles étaient passées, c'était comme si elles n'avaient duré qu'un instant. Il avait l'impression que quelques heures à peine s'étaient écoulées depuis le moment où, pour la première fois, il avait vu la vaste maison coloniale aux colonnades blanches et entendu la douce voix de Madame Daffield. Il ralentit le pas et leva les yeux pour contempler les vertes collines du New Jersey, les prairies, les barrières blanches délimitant au loin l'immense propriété. Le ciel était si bleu, si pur, qu'il ne semblait pas tout à fait réel et Rishi n'était toujours pas habitué au goût de cet air léger, non pollué. Dans quelques heures maintenant, lui et les 3 autres retourneraient chez eux, bientôt tout cela ne serait plus qu'un souvenir. Il entra dans l'ombre du garage. Sa fraîcheur était la bienvenue. Il longea le break et secoua les chiffons au-dessus de l'évier au fond du garage. Tout avait commencé le jour où Jim Atkins, le bénévole de l'association Vista, avait convoqué Rishi, Wormy, Dom et Cooley dans le petit local minable qui faisait office de bureau pour l'amicale des jeunes du quartier. Dehors, un crépuscule moite tombait sur le bruit et la puanteur d'un des bidonvilles de Newark. Le visage plus sérieux qu'à l'ordinaire, Jim les avait examinés tous les 4 des pieds à la tête, avant de se décider à parler. Ils formaient un groupe disparate, et plutôt loqueteux. Cooley était un noir dégingandé, long comme un jour sans pain. Wormy avait l'air d'un mendiant famélique, tout droit sorti des bas quartiers de Barcelone. Dom ressemblait à une barrique sur laquelle on aurait vissé une tête sicilienne toute ronde et trempée de sueur. Rishi, tout en jambes longues et musclées, redressait les épaules, l'œil bleu et narquois. « Je me mouille pour vous », avait enfin lancé Jim. « Et je voudrais pas qu'un petit salopard me fasse boire la tasse. » « Écoute mon vieux, on ne t'a pas sonné. C'est toi qui nous as demandé de venir, » avait répondu Wormy. « Qu'est-ce qui se passe ?» Le visage de Jim s'était détendu et il avait souri. « Est-ce que ça vous dirait de passer un mois de vacances dans un endroit où les arbres poussent pour de vrai ?» Les yeux mi-clos, les 4 garçons avaient attendu que Jim continue. 17 ou 18 ans de ghetto leur avaient appris la méfiance. « C'est tout simple, » avait dit Jim. Vous savez qu'il y a des associations et des gens qui veulent permettre à certains d'entre vous de profiter de leurs piscines et de leur argent en été. Eh bien, parmi ces gens il y a une Madame Daffield. Cette dame possède Daffield Acre, un grand domaine à la campagne. Il y a des chevaux, 1 ou 2 cours de tennis, une piscine, des balades à faire, des possibilités de pêche à la truite. Elle aimerait que vous soyez ses hôtes pendant un mois. Les 4 garçons avaient échangé des regards significatifs. Atkins, un grand brun mince, n'était pas tombé de la dernière pluie même s'il passait ses hivers à étudier à l'université de Columbia. La conversation silencieuse ne lui avait pas échappé. « Non. Ce n'est pas un piège à con, les gars, » s'était-il exclamé en riant. Madame Daffield est juste une dame d'un certain âge qui veut voir des jeunes dans sa piscine, entendre des bruits et des rires autour d'elle.
Eh bien, avait dit Couli en haussant ses maigres épaules, si cette brave dame doit prendre son pied en pensant au bien qu'elle fait à son prochain, moi, j'ai rien contre. Je veux pas faire de peine aux vieilles dames. Les autres avaient hoché la tête. Ils étaient d'accord. Au cas, avait dit Jim. Mettez une chemise propre et rendez-vous ici demain matin. Je vous emmènerai là-bas avec ma camionnette si elle ne nous lâche pas en route. J'aimerais bien profiter de la piscine pendant un jour ou deux. Penser qu'il avait été choisi par Jim, que dis-je. Triés sur le volet, ça les avait bien fait rigoler. Ils s'étaient réunis tous les quatre plus tard dans la nuit et avaient descendu la grosse bouteille de muscatel que Dom avait prise en douce à son vieux. Ils veulent nous brosser dans le sens du poil, avait dit Wormy. Ils croient que ça va nous calmer et que comme ça, il n'y aura pas de grabuge d'ici la fin de l'été. Ouais, avait renchéri Dom. Il se croit futé mais il trompe personne. Crache pas dessus, pote, avait dit Couli. Fais comme mon oncle Harry, 2 ou 3 fois par mois, il se fait une petite bouffe gratis, rien qu'à chanter des hymnes à la mission du bon pasteur. C'est une occasion, avait résumé Richie, d'un ton péremptoire. Et une occasion, ça ne se rate pas. Pour Richie, cette Madame Daffield était soit une de ces bonnes âmes qui font du social, branchée à fond sur la charité envers son prochain, ou bien un vieux corbeau qui, après avoir passé toute sa vie à s'empiffrer sur le dos des autres, voulait maintenant se mettre le bon Dieu dans la poche en lui faisant le coup de l'amour du prochain avant qu'on ne cloue sur elle le couvercle de sapin. Il s'était fourré le doigt dans l'œil. Madame Daffield ne correspondait ni à l'une ni à l'autre de ces deux catégories. C'était une femme d'une quarantaine d'années, mince, élancée et active, des pattes d'oie au coin des yeux et une touche de gris dans les cheveux ce qui leur donnait des reflets argentés. Richie avait tout de suite été sensible à l'extraordinaire chaleur humaine qui émanait d'elle. Tout comme à son sourire, franc et honnête. Aussi bizarre que ça leur parut à tous les quatre, elle les avait d'emblée considérés comme 4 sympathiques jeunes gens, convaincus qu'elle allait profiter de ce mois autant qu'eux, sinon plus. Elle vivait dans sa propriété avec 2 domestiques, un vieil homme au visage buriné nommé Trexler, qui s'occupait des terres et des bêtes, et une géante, Hilda, qui ne disait pas grand-chose mais qui faisait tourner la grande maison coloniale et approvisionnait abondamment l'impressionnante table de salle à manger. Les terres, l'immense maison, les grands lits aux draps propres et sentant bon la lavande, tout cela leur avait paru trop beau pour être vrai, mais ils s'étaient vite habitués, et les jours s'étaient écoulés à une vitesse incroyable. Les 4 garçons avaient nagé, pêché, fait de longues marches à travers la campagne et appris à monter à cheval. Il y avait eu des nuits passées autour d'un feu de camp sous les étoiles et des soirées au restaurant. Ils s'étaient tout de suite rendu compte que Madame Daffield n'avait rien d'une faible femme. Elle montait à cheval comme si elle avait fait ça toute sa vie. Seul Dom pouvait la battre à la nage, faut dire que c'était un véritable poisson depuis que ses frères l'avaient balancé à l'eau du haut des quais quand il avait 4 ans. Elle les avait tout pilés au tennis, et avait gagné le tournoi de billard qu'il avait organisé un jour de pluie. Dire qu'on se prenait pour des gros durs, devait se lamenter Wormy par la suite. Ce n'est pas qu'on soit vraiment des minables, avait répondu Couli. C'est qu'elle se défend rudement bien. Elle réussit tout ce qu'elle veut. Mieux encore, on savait à quoi s'en tenir avec elle. Si elle avait quelque chose à dire, elle le disait en face et puis on n'en parlait plus. Ça faisait du bien de savoir qu'une personne comme elle s'intéressait réellement à vous et que ça lui faisait vraiment de la peine quand un gars se droguait ou oubliait ne serait-ce qu'une minute qu'il était un être humain digne de ce nom. Elle ne faisait pas de différence entre eux 4 quand il s'agissait d'argent de poche ou quand elle demandait si l'un d'entre eux avait une idée pour le repas du soir, mais Richie n'avait pas été long à s'apercevoir que c'était lui qu'elle préférait. Pour une raison ou pour une autre, elle avait plus d'atomes crochus avec lui qu'avec les autres. Cela avait assez vite dépassé le simple respect mutuel. C'était à lui d'abord qu'elle souriait, avec une affection toute maternelle, quand il lui arrivait de se joindre à eux dans une de leurs activités. Si elle avait besoin d'aide au jardin, elle n'appelait pas Trexler. Elle lançait simplement. « Tu fais quelque chose, Richie ?»« Rien de spécial, madame. »« Tu me donnes un coup de main, s'il te plaît. »« Il n'y en a pas pour longtemps. »« J'arrive, madame. » Parfois, dans le jardin à ses côtés, ou pendant le repas, il la surprenait à l'observer discrètement. Chaque fois elle détournait le regard, mais pas avant qu'il n'eût aperçu les ombres qui passaient et repassaient au fond de ses yeux. Les autres n'avaient jamais rien remarqué, mais lui, si. Dans ses yeux, il avait lu la douleur, le chagrin et leurs fantômes.
Il savait, à force de bavarder avec Trexler, qu'elle avait perdu son mari plusieurs années auparavant. Daffield était mort d'une crise cardiaque. Personne ne s'y attendait. Aucun signe ne l'avait laissé prévoir. Mais Trexler devenait irrémédiablement muet chaque fois que Richie essayait de le brancher sur Daffield Jr. Il avait seulement appris que le garçon s'appelait Albert Jackson Daffield II, qu'il avait à peu près son âge et avait décidé de passer les vacances loin de la maison familiale. Même en flattant Hilda, il n'avait pas réussi à en savoir davantage. Albert Jackson Daffield II commença alors sérieusement à trotter dans la tête de Richie. Si Aggie était en visite chez des amis ou s'il passait l'été dans un camp de vacances, pourquoi tous ces mystères? Comment expliquer ce silence de la part de Trexler et d'Hilda? Richie ne tarda pas à faire le lien entre ce mystérieux silence et la souffrance secrète qu'il lisait dans les yeux de Madame Daffield. N'était-il tout là et tout particulièrement Richie lui-même que pour briser momentanément le silence de la grande maison remplie de souvenirs? Quand elle avait ses discussions maternelles avec Richie pendant qu'ils jardinaient ensemble ou grignotaient quelque chose à la cuisine le soir, souhaitait-elle que son propre fils fût là. Un mois auparavant, Richie aurait écumé rien que d'y penser, mais pas maintenant. Au bout de ces 3 semaines, il aurait voulu pouvoir faire quelque chose pour l'aider. Le dernier jour il se leva, conscient que cette journée serait terriblement longue. Il maudissait d'avance chacune des heures où il leur faudrait attendre Jim Atkins et la camionnette brinque-ballante qui les emmènerait. Aussi, pour tuer le temps, s'occuper les mains et ne plus penser, il avait poussé la grosse voiture dans l'allée et s'était employé à la faire briller comme jamais. Il finit de ranger tous les chiffons et quitta le garage. Madame Daffield était sortie de la maison et se tenait sur le côté, elle regardait la voiture. Quand elle entendit le crissement de son pas sur le gravier, elle regarda dans sa direction. Richie sut alors qu'elle avait compris. C'était la seule façon qu'il avait de lui dire merci. « Tu as soif ?» demanda T.L. au bout d'un moment. « Oui, dit-il un sourire embarrassé aux lèvres, j'ai jamais eu si soif. »« Allons voir ce qu'il y a à la maison. » Il la suivit dans l'immense cuisine où Hilda régnait sur une armée de marmites et de cuivre étincelant. Elle ouvrit le réfrigérateur, en sortit un pot de jus de fruits et 2 verres. Richie prit le pot, les verres et alla les poser sur la table. Ils s'assirent l'un en face de l'autre et Madame Daffield les servit. Elle ne but pas tout de suite, mais resta là sans bouger à observer le moindre des mouvements de Richie. « Tu vas me manquer, Richie. »« Je sais, dit-il. »« Pareil pour moi. » Elle l'observait toujours, examinant son visage trait par trait. « Tu es plus intelligent et plus sensible que beaucoup. Ne laisse jamais rien ni personne gâcher ce que tu as en toi, Richie. » Il rougit légèrement. « Je vais essayer, Madame Daffield. » « Et n'abandonne jamais. Il faut toujours continuer d'essayer, sans jamais s'arrêter, quoi qu'il arrive. » Essayait-elle de lui dire quelque chose? Était-elle si malheureuse qu'il fallait qu'elle en parle? Il leva lentement les yeux. « Il a abandonné votre fils. » Il eut tout à coup le sentiment désagréable que c'était quelqu'un d'autre qu'elle voyait à travers lui. « Mon fils a choisi de vivre à Greenwich Village dans un véritable trou à rats, dit-elle. Madame Daffield, je suis désolée. Je suis un imbécile d'avoir parlé de ça. Il a les cheveux longs et sales, poursuivit-elle. Il ne se lave jamais. » Richie dut détourner les yeux. Le visage de Madame Daffield s'était creusé et n'était plus qu'un masque de désespoir. « Tout ce qu'il attend de moi, c'est de l'argent, dit-elle. Il ne veut plus ni me voir, ni me parler. J'ai tout essayé. J'ai même été jusqu'à lui dire que je ne lui donnerais plus rien s'il continuait comme ça. Il m'a répondu qu'il volerait ou qu'il se tuerait et que j'aurais sa mort sur la conscience. Il est tout ce que je suis, tout ce que je représente. » Alors, la pièce parut trop petite à Richie. Il étouffait. « Non, ce n'est pas possible. Vous devez vous tromper. Vous haïr, vous. Haïr tout ça? Mépriser serait peut-être un mot plus juste. » Sa voix hésita, se brisa. Il n'y a rien d'assez bon pour lui. Il se réfugie dans la drogue. Richie ne sut que dire. Toujours incapable de la regarder, il sentit ses doigts glacés frôler le revers de sa main. « Merci, Richie. Je me sens un peu mieux de pouvoir enfin partager ça avec quelqu'un. » Ses doigts s'attardèrent un instant sur la main de Richie. Il l'entendit se mettre debout et quitter la pièce.
Il leva les yeux et resta là longtemps à fixer la fenêtre. Peu à peu, sur son visage, le désarroi fit place à une détermination croissante. Madame Daffield s'était ressaisie quand le moment vint de se séparer. Elle les accompagna jusqu'à la voiture de Jim Atkins, serra la main à chacun, l'un après l'autre, recevant leurs remerciements et leur disant combien leur compagnie lui avait été agréable. Elle se réserva de dire au revoir à Richie en dernier. Elle garda longuement la main du garçon dans la sienne, les yeux rivés sur son visage comme pour s'imprégner du moindre de ses traits. « Ça va peut-être s'arranger, murmura-t-il. Au revoir, Richie. Au revoir, Madame Daffield. » Il monta en voiture et Jim démarra. Richie résista au désir de se retourner. Ce soir-là, Richie, Wormy et Cooley se retrouvèrent affalés sur les marches devant la bâtisse délabrée où habitait Cooley. Dom avait une bonne raison d'être absent. Sitôt arrivé, il s'était battu avec son père et les flics l'avaient embarqué. La nuit était chaude et étouffante. Tout suait l'ennui, les voitures avançaient par choc contre pareil-coq, les gamins jouaient sans conviction sur le trottoir, les hommes, appuyés au réverbère, bavardaient au coin des rues et les filles se promenaient bras dessus bras dessous, moulées dans des mini-jupes bon marché. « Elle a un fils », lança Richie. « Qui ça ?» demanda Cooley. « De quoi tu parles ?»« De Madame Daffield, idiot. »« Ah, elle. Chouette bonne femme. » « Mais c'est fini maintenant, Richie. À quoi ça sert de ruminer tout ça? Tu crois peut-être que maintenant que j'ai vu comment c'était de l'autre côté. Je me trompe, demanda Cooley. Un homme et une femme qui sortaient du bâtiment durent contourner les trois garçons vautrés sur les marches. Greenwich Village n'est pas si grand que ça, dit Richie. Et y a combien de hippies là-bas? 200 ou 300 à peine. Si on voulait, on pourrait facilement dégoter Albert Jackson Daffield II. Qui ça? Son fils, connard. Pourquoi tu veux le trouver, son fils, demanda Wormy. Histoire de lui ouvrir un peu les yeux, répondit Richie. De le secouer un peu. Lui faire voir ce qu'il a balancé, tout le mal qu'il est en train de faire à lui-même et à elle surtout. On lui doit bien ça. Je dois rien à personne, dit Cooley d'un ton buté. Et je ne m'en porte pas plus mal. Moi non plus, lança Wormy en écho. Richie se redressa sur les coudes et les regarda. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un avec moi. Il comprit leur refus à leur silence. Il se leva et s'essuya les mains sur son pantalon. Au cas, dit-il, je vois qu'il faudra que je me démorde tout seul. Surtout, vous fatiguez pas, les mecs. Il descendit les quelques marches et s'enfonça dans la nuit. Astérisque astérisque astérisque. Une semaine après s'être fait prendre en stop par un routier et être arrivé à Manhattan, Richie hantait toujours le quartier hippie de Greenwich Village, posant sans cesse les mêmes questions. Il se débrouillait avec ce qui lui restait de l'argent de poche que Madame Daffield avait distribué si généreusement. Mais les jours passaient, ses réserves s'amenuisaient. Aussi commençait-il à douter sérieusement d'arriver à quelque chose le soir où il questionna la blonde platinée qui servait au comptoir d'un bar crasseux de McDougall Street, obligé de hurler pour dominer la musique psychédélique qui sortait du jukebox. « Vous connaîtriez pas un gars qui s'appelle Albert Daffield par hasard? »« Si. Tiens, justement, le voilà. C'est lui là-bas. » Le regard de Richie bondit dans la direction indiquée par le doigt de la fille. En se levant, il faillit renverser sa chaise. Il se fraya un passage entre une demi-douzaine de danseurs qui se tourtillaient, mis en transe par la musique assourdissante et les jeux de lumière infernaux. Il s'arrêta devant la table où Albert Jackson Daffield II était assis seul. Celui-ci ne leva même pas les yeux. Dans la lobe qu'il avait sous les yeux, Richie devina qu'il y avait eu un jour un jeune homme viril à l'allure pleine de promesses. Ce n'était maintenant qu'un débris dans un pantalon graisseux et une chemise qui bâillait, ouverte jusqu'au nombril. Une main de Fatma luisait sur sa maigre poitrine. Son visage aux traits fins était pratiquement perdu dans une masse infâme de cheveux blonds foncés, raides de crasse, et une barbe repoussante. Il y eut un dernier accord dissonant. Les lueurs dantesques s'évanouirent. Richie se laissa glisser sur une chaise en face d'Albert. « Je te connais ?» demanda Albert en regardant Richie, les yeux injectés de sang. « Non, dit Richie, mais ta mère, oui. » Albert se redressa. « Je ne veux pas te voir. »« Tire-toi. Dis pas de conneries. Tout ce que je veux c'est te parler un peu. »« Ah ouais ?
Et combien elle te paye? Qu'est-ce qu'elle t'a promis pour venir faire copain-copain avec moi? Pour combler le trou entre les générations. Tire-toi, connard. Richie serra les poings. Tu ne te rends pas compte de ce que tu lui fais. Je m'en fous. T'es en train de te bousiller. Allez, mec. J'essaie seulement d'être sympa. On peut pas se parler tous les deux? Parler de quoi? Un rictus sauvage découvrit les dents d'Albert. Elles étaient déjà jaunes et abîmées. De la cage dorée. Des super gadgets à la con. De toute cette merde qu'elle et les connards de son espèce ont foutu partout. Richie le regardait médusé, avec le sentiment que ce fantôme ne pouvait exister réellement. Albert se leva en titubant. Il parlait toujours. T'as un message. Moi, j'en ai un. Retourne Y et dis-lui quel est le symbole de tout ce qui pue. Richie se leva à demi de sa chaise puis le regarda poursuivre sa fuite en avant. Il retomba sur son siège. Il frissonna légèrement avec une impression de vertige. Tout lui semblait distordu, déformé. Même l'atmosphère était gluante de crasse. La musique reprit son assaut infernal contre les sens avec une vigueur accrue. Elle ne pouvait plus atteindre Richie. Il avait l'esprit trop occupé par d'autres choses. Tout à coup, il était perdu. Pourtant, il s'était tellement obnubilé là-dessus qu'il ne pouvait pas tout laisser tomber comme ça. 100 fois, dans son imagination, il avait vu le garçon remonter la grande allée qui menait à la maison aux hautes colonnades blanches et le visage de Madame Daafield, courant à sa rencontre. Il ne pouvait effacer si facilement une telle image. Richie commanda un expresso, le but lentement et essaya de comprendre où il en était. Finalement, il abandonna et fit signe à la serveuse. J'ai oublié de dire quelque chose à Albert. Vous savez où il crèche? En bas de la rue. Vous pouvez pas vous tromper. Au-dessus de chez le bouquiniste. L'escalier donne sur la rue. La porte est entre le magasin et la boutique vide d'à côté. C'est la dernière porte au fond à droite. L'escalier branlant était si sombre que Richie dut se diriger à tâtons. Une minuscule ampoule nue jetait à peu près autant de lumière dans le couloir qu'un verre luisant. Ça puait encore plus que chez Richie à Newark. Cette odeur lui donna envie de vomir. Il se dirigea vers une vieille porte à la peinture écaillée et noirâtre. Il frappa, et quand plusieurs secondes se furent écoulées sans réponse, il frappa à nouveau, plus fort. La serrure était cassée et, sous ses coups, la porte s'entrebâilla de quelques centimètres. Il la poussa un peu plus et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Et? Tu es là? Pas de réponse, mais il entendit ou crut entendre un léger bruit de respiration. Il chercha un interrupteur à tâtons le long du chambranle de la porte. Désespérant de le trouver, il ouvrit la porte en grand et craqua une allumette. Dans la lueur, il crut voir le corps d'Albert affalé sur un lit. Il entra, referma la porte d'un coup de talon, tira un cordon graisseux, ce qui eut pour effet de donner un semblant de vie à une ampoule nue qui pendait d'un plafond craquelé. Il regarda autour de lui et, bien qu'habitué à ce genre de spectacle, il eut un haut le cœur. Un animal n'aurait pas vécu là-dedans. Des cafards grouillaient sur une table encombrée de vaisselle sale et de restes de nourriture en décomposition. Des myriades de moucherons tourbillonnaient dans les canettes de bière vides qui avaient roulé sur la commode bancale. De petits yeux de râle scrutèrent brièvement de derrière une poubelle débordante. Des chaussettes, des slips et des chemises sales s'empilaient en tas nauséabonds là où on les avait laissés tomber. La touche finale, c'était cette forme inconsciente et molle sur le lit défoncé. Albert gisait sur un matelas crevé qui perdait sa laine par touffes grisaillantes. Il avait enlevé sa chemise. Il était là, un bras nu enroulé autour de la tête, l'autre étendu à son côté, plongé dans un semi-coma. À la vue de ce visage délabré, de cette bouche béante, Richie secoua la tête lentement. Il s'imaginait Madame Daafield découvrant son fils dans cet état. Elle eût préféré être morte plutôt que de voir ça. Le regard de Richie s'attarda sur les traces d'aiguilles qui marquaient les bras comme autant de boutons dus à une maladie honteuse. Puis, ses yeux se tournèrent vers la table branlante près du lit. La seringue hypodermique, la bougie, la cuillère à café étaient là où Albert les avait laissés tomber après avoir pris sa dose. Richie tripota machinalement les petits paquets pliés en 4 juste à côté de la seringue. Il y en avait 5, chacun d'entre eux contenant de l'héroïne coupée de sucre glace. Albert avait de quoi faire pour un bon bout de temps. C'est ça qu'il appelle vivre, se demanda Richie.
C'est ça son fils. C'est cette larve que je voulais lui ramener. Alors, tout tranquillement, il craqua une allumette et alluma la bougie. Il traversa la pièce et fit couler un peu d'eau dans un verre sale. De retour vers le lit, il ouvrit un paquet de drogue, la mélangea avec un peu d'eau dans la cuillère. Toujours aussi tranquillement, il la chauffa à la flamme de la bougie jusqu'à ce que la drogue se dissolve. Puis il prit la seringue et la remplit. « Chao, Junior, dit-il. » Il écarta légèrement le bras d'Albert et approcha l'aiguille de la veine. Le lendemain après-midi, Richie, assis sur les marches devant chez Cooley à Newark, lisait la page des faits divers d'un journal new-yorkais. Wormy, qui passait par là, vint vers lui. « Qu'est-ce que tu lis ? Ils vont supprimer les allocs. Ils disent que l'unique rejeton d'une grande famille de New Jersey est mort d'une overdose dans la communauté hippie de Greenwich Village, dit Richie. Les flics ont fait une enquête de routine. On n'en parle plus. Ça arrive tous les jours. Ouais, dit Wormy. C'est quoi un rejeton ? Ben, c'est un héritier, quoi, répondit Richie. Il se leva et lança le journal à Wormy. Lis toujours les blagues. Et ? Tu vas où ? Je vais faire un tour en bus, répondit-il. Il regarda longuement Wormy, les yeux remplis de nostalgie. Adieu, Wormy. Adieu et bonne chance. Astérisque astérisque astérisque. Le gros but referma sa porte avec un soupir et repartit. Richie remonta la longue allée sinueuse. Quelques minutes plus tard, après un tournant qui débouchait d'un bosquet d'érables, la vue s'étendit devant lui, les barrières blanches, les riches prairies sous le ciel dégagé, la maisonnette où habitait le gardien, le garage avec ses 3 voitures et la magnifique maison à colonnades blanches qui couronnait la petite colline. Richie accéléra son pas. Il relégua Albert au fin fond de sa mémoire, une fois pour toutes. L'avait Kappa craché dans la soupe. C'est alors qu'il la vit. Elle sortait de la maison et se dirigeait vers le garage, déjà habillée de noir. Il l'appela et agita la main. Madame Daffield s'arrêta et regarda. Elle semblait ne pas en croire ses yeux. Puis elle se tourna vers lui et écarta les bras. Je serai le meilleur des fils, se dit Richie. Un fils à la hauteur du nom et de la maison des Daffield. Et il se précipita dans ses bras. Fin de l'histoire. Retrouvez le livre complet en audio MP3 sur hitchcockpresente.jimdofree.com.